Voilà, donc la question juste, c'était, tu as répondu à laquelle là? Tu as dit qu'un marché est un point de rencontre entre l'offre et la demande et que ici, c'est le marché des peintures originales et innovantes pour les particuliers souhaitant une décoration interne unique et moderne. Oui, c'était la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Qu'est-ce qui t'a dit que c'est la bonne réponse? Qu'est-ce qui t'a indiqué? Ou bien tu as joué au Chelsea et ça a donné? Ouais. Non, non, je n'avais pas joué au Chelsea. Déjà, même que quand je joue au Chelsea, je ne gagne pas. Donc, du coup, qu'est-ce qui m'a... en fait, c'est le test d'abord. Il y avait un petit test au début. Et puis, c'était la question qui était la mieux indiquée pour la question. OK, c'est bon. Oui, c'est qu'un marché déjà est... Parce que les autres propositions ne semblaient pas être... ne semblaient pas aller dans le même sens que le test proposé au début. OK. Donc, on va donc dire que le marché, c'est le point de rencontre effectivement entre l'offre et la demande. Le chiffre d'affaires est une donnée évoluant. Oui. Si le chiffre d'affaires est une donnée évaluant le volume de vente. Donc, quand on se retrouve déjà dans un marché d'offre et de la demande, naturellement, le chiffre d'affaires évalue en fonction du nombre de ventes. Il s'agit donc, en ce moment, il ne s'agit pas de marketing, puisque un point de vente sous-entendu sous-entend une implantation physique dédiée à de la vente par les dons du moins. Donc, ici, on entre un peu plus dans le cadre de la stratégie de distribution, puisque si on est déjà sur le marché, alors on a besoin donc de faire des ventes pour avoir un bon chiffre d'affaires. Voilà, donc c'était effectivement ça la bonne réponse. Deuxième question. Le directeur des ressources humaines finalise dans la rédaction de votre contrat et de votre fiche de poste. Il vous donne très correctement de lister, il vous demande très correctement de lister les actions que vous pourriez mettre en place dans le cadre de votre métier. Dans la liste ci-dessous, cochez les sous-domaines qui révèlent purement du périmètre de votre travail, c'est-à-dire du marketing digital. Voilà, donc tu es officiellement recruté à Colorea. Alors, on te demande donc qu'est-ce que concrètement tu as à faire en tant que web marketeur, qu'est-ce qui te revient concrètement de faire dans cette entreprise-là. On t'a demandé de cocher les éléments qui correspondent à ton statut de web marketeur. Tu as dit oui, faites de la publicité en ligne. Oui, je suis d'accord. Tu as dit faire le référencement dans les moteurs de recherche. Je suis d'accord aussi. Tu as dit faire du email marketing. Je suis d'accord. Tu as dit également que tu fais dans l'animation de communauté. Je suis d'accord. Tu fais dans la prospection téléphonique. Je ne suis plus d'accord. Tu fais dans le web analytique. Je suis d'accord. Une question valait un point. Maintenant, tu as déjà un point avec la première question. Donc, on est à un point. Nous sommes à un point. Mon billet rouge est sur la table ici. Quand vous prenez mes choses ici, après, je cherche en train de vous faire. On n'est pas tout. Prends-moi ton billet. Et ma papa où? Voilà, donc nous sommes à un point.
Donc, si tu trouvais les 5 identiquement, ça valait 1 point également. Bon, comme tu n'as pas trouvé, tu as raté 1, ça te fait moins 0,25 points. Donc, nous sommes à 0,75. Donc, en fait, il faut faire de la publicité en ligne en tant que marketeur digital, du référencement dans les moteurs de recherche, il faut faire du emailing marketing, il faut faire de l'animation de communauté, il faut faire du web analytique. Voilà. Et quand on va terminer avec ce premier module, ce premier pan du marketing digital qui a consisté à planter le décor, il y a des formations exclusivement sur le référencement SEO des moteurs de recherche. Il y a des formations exclusivement sur le emailing marketing et il y a des formations exclusivement sur le web analytique. Voilà, donc c'est détaché de ces points en fait. Donc, si tu souhaiterais continuer à entrer en profondeur, on va évoluer progressivement avec tous ces points-là. Donc, voilà tout ce que tu dois avoir en tant que web marketeur, donc publicité en ligne, référencement dans les moteurs de recherche, le email marketing, l'animation de communauté, pas la prospection téléphonique. La prospection téléphonique, c'est du marketing en ligne. Ça, c'est du marketing traditionnel. Le web analytique, oui, ça révèle tes compétences. Voilà. Donc, c'est bien. Donc, on peut expliquer en disant que la publicité en ligne, le référencement payant ou organique, le email marketing, le community management et le web analytique appartiennent au champ d'action du marketing digital. Le recrutement est le domaine, le recrutement est le domaine des ressources humaines, bien que les offres d'emploi et la marque d'employeur puissent être relayées grâce au marketing digital. Il en va de même pour la comptabilité qui relève de l'administration d'une entreprise. Voilà. Donc, la réponse que tu as trouvée était bonne, moins 1, 13 plus 0,75. Alors, on continue. Prochaine question, c'était question 3. Tu es déjà recruté, alors le directeur ne comprend pas l'intérêt d'attribuer un budget au marketing digital plutôt qu'à des techniques traditionnelles. Effectivement, comme je te disais, j'ai beaucoup bavardé hier en entreprise, c'est parce que ces chefs d'entreprise, étant de la vieille école, ne comprenaient pas pourquoi ils doivent mettre beaucoup d'argent dans le marketing digital parce que juge soit-il que mes factures, mes montants sont très élevés, il ne comprend pas comment il faut payer à partir des millions pour faire le marketing digital. Bon, c'est à toi de lui dire pourquoi ça vaut autant ce coût, n'est-ce pas? Maintenant, première question, quels sont donc les avantages? Il est question de montrer les avantages à ce chef d'entreprise-là qui ne comprend pas pourquoi il doit mettre autant d'argent dans le marketing digital. Quels sont donc les avantages? Premier avantage, qu'est-ce que tu as dit? On va voir ce que tu as dit. Premier avantage, tu as dit pouvoir cibler une audience avec précision. Deuxième avantage, bénéficier d'un contact humain personnalisé grâce au téléphone. Troisième avantage, créer du lien avec l'audience grâce à une relation multidirectionnelle dans les deux sens. Et quatrième avantage, créer des supports numériques sans coût d'impression. Voilà. Ça, c'était tes réponses. Première réponse concernant tes réponses. Première réponse concernant. Pouvoir cibler une audience avec précision, oui, je valide. Deuxième réponse, tu as dit
Bénéficier d'un contact humain personnalisé. Non. Non, 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 je suis plus d'accord là-bas. La deuxième réponse, c'était planifier des campagnes de façon quasi instantanée. Tu as le document devant toi, non? Allô? Allô? Oui, Nous sommes ensemble là, j'espère. oui, oui, nous sommes ensemble. Voilà, donc comme je disais, première réponse juste. Deuxième réponse, c'est planifier des campagnes de façon quasi instantanée. Troisième réponse, Oui, pouvoir suivre les résultats et le retour sur investissement avec précision. Quatrième réponse, créer du lien avec l'audience grâce à une relation multidirectionnelle dans les deux sens. Et la dernière réponse, créer des supports numériques sans coût d'impression. Tu as noté? oui, oui, j'ai noté. OK. Donc, c'était également 5 réponses qui valaient un point. Et non seulement tu as trouvé seulement 4, ça veut dire moins 0,25 d'abord parce qu'il y a une réponse qui manque, et plus celle qui, parce qu'il a créé du lien avec l'audience, oui, je suis d'accord, créer des supports, oui, je suis d'accord. Donc, la seule réponse qui n'est pas juste ici, c'est bénéficier des contacts humains personnalisés grâce au téléphone là. Ici, on est à 0,5 points. Voilà. OK, on continue maintenant. Bon, tu peux noter cette partie, hein. Note un peu cette explication. Ça renvoie toujours à la question-ci parce que c'est une question très importante en marketing digital. Oui, Les caractéristiques du marketing digital sont, tu notes ça? Les caractéristiques du marketing digital sont 2 points. Quand tu es, tu me fais signe. oui, je suis prête. Un ciblage personnalisé, virgule. Un ciblage personnalisé. Oui, Une planification de campagne quasi instantanée. Une planification de campagne quasi instantanée. Tu peux ajouter une campagne publicitaire quasi instantanée, c'est ce que c'est. Des supports numériques. Des supports numériques. Quand on dit support numérique, c'est entre autres Facebook Ads, Instagram, YouTube, Google Ads. Voilà. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle des supports numériques. Et majoritairement en ligne. Donc, un ciblage personnalisé, une planification des campagnes quasi instantanées, des supports numériques et majoritairement en ligne, une relation client multidimensionnelle, multidirectionnelle, une relation client multidirectionnelle, donc qui va dans les deux sens, bien sûr. Donc, une relation client multidirectionnelle spontanée et souvent basée sur la demande de permission. Spontanée et souvent basée sur la demande de permission. Une performance facilement mesurable. Une performance facilement mesurable. Une performance facilement mesurable. Voilà, c'est bon? oui. OK, on évolue dans la prochaine question. Bon, ce qu'on va faire, c'est que tu vas lire les questions, tu lis le questionnaire et tu lis tes réponses. Je donne les réponses juste et on évolue rapidement pour ne pas que ça me entraîne un peu. Donc, nous sommes à la question 4. On a demandé
La question 4, c'est le marketing mix. Je rentre dans l'épreuve rapidement. Je n'ai pas l'épreuve devant moi là. La question 4, c'est au niveau vous avez le feu vert de la direction pour diriger le marketing mix de Coloria. Quels sont les quatre éléments que vous allez présenter? Oui. Politique produit, politique prix, politique distribution et communication et promotion. Ça, ce sont tes réponses. Oui. OK, reprends voir. Politique produit. Oui. Politique prix. Oui. Distribution. Oui. Et communication ou bien promotion. OK, c'est bon. C'est ça, c'est bon. Ça, c'est les quatre points de la stratégie mixte. Oui. Quand une entreprise t'a déjà donné son marché, il t'a déjà dit ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois mettre en place pour lui donner satisfaction. Je cherche l'épreuve en fait, c'est pour ça que je... Tu n'as pas encore l'épreuve, tu n'as pas l'épreuve devant toi? Non, j'avais plutôt le document que j'ai envoyé là. Je ne sais pas où j'ai mis le truc, l'épreuve. Sujet, j'ai enregistré ça là. Bon, ce qu'on va faire, je vais prendre ça dans le téléphone. Une minute pour je reprends l'épreuve dans le téléphone pour... OK. Voilà, je vais reprendre le téléphone. Et je vais suivre plutôt les résultats avec mon ordinateur. OK. Question... Ma question 5. Question 5, voilà. Parmi les méthodes suivantes, laquelle correspond à l'utilisation de publicité payante sur les moteurs de recherche? Oui. Moi, j'ai sélectionné le CA, pardon. OK. Qui signifie quoi? Search Engineering Application. Advertising. Advertising. Search engine. Advertising. Parmi les méthodes suivantes. En français, ça revient. Advertising. Voilà. En français, ça revient à tout ce que tu écoutes là. Donc, c'est un moteur de recherche payant. Donc, c'est un moteur de recherche de publicité payant. C'est ce que ça veut dire. Oui. Search engine advertising. OK, là, c'est bon. Plus un point. Voilà, on continue. 6e question. Votre directeur peut bénéficier d'une subvention pour financer des dépenses liées au web marketing. Il ignore si cela s'applique à vos travaux. Les termes marketing digital et web marketing sont-ils synonymes? Moi, j'ai dit, en théorie, pas exactement, mais en pratique, on les utilise de manière interchangeable.
il est possible de demander la subvention pour vos travaux. Magnifique. Très bien. 7. L'ampleur de votre travail en tant que chargé de marketing digital semble très chronophage. Il faut tout mettre en place. Vous allez avoir besoin d'un coup de pouce. Votre directeur vous propose l'aide d'un des commerciaux de l'entreprise. L'un des commerciaux de l'entreprise, ce collègue apprécie l'univers des réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est lui qui anime de temps en temps la page Facebook de l'entreprise. Est-ce le profil dont vous avez besoin? Moi, j'ai mis non. J'ai dit non, ce profil aura besoin de se former au marketing fondamental, puis aux bases du marketing digital avant d'être performant. Magnifique. Wow. C'est bon. 8e question. L'un de vos objectifs consiste à distribuer vos peintures dans de nouveaux magasins de bricolage. Vous souhaitez adopter une démarche analytique et mesurer finement les résultats de votre campagne. Qu'allez-vous mettre en place pour atteindre ces clients B2B? C'est la question 8. La réponse est où? J'ai mis créer un blog dédié aux gérants de magasins de bricolage, dont certains articles parleront des tendances catégorie peinture, en faisant mention de vos références. OK, c'est bon, félicitations. Maintenant, 9e question. Aujourd'hui, l'équipe utilise 2 actions marketing. L'appel de centrale d'achat chez les grossistes et magasins de bricolage. Les sites affichent avec code de réduction sur certains points de vente pour pousser les consommateurs à acheter de la peinture coloriée. De quel quoi? C'est la question 10. De marketing entrant. Nous sommes à la question 9. Question 9 ou bien? Question 9. Ah, pardon. Oui. Que souhaitez-vous mettre en place pour atteindre cet objectif? OK, je reprends. Un autre de vos objectifs, accroître la notoriété de vos peintures auprès des communicateurs finaux, B2C. En effet, bien que ces derniers ne puissent pas directement vous acheter leurs peintures, ils peuvent les retrouver dans de nombreux points de vente. Que souhaitez-vous mettre en place pour atteindre cet objectif? Question 9, moi j'ai dit sponsoriser un artiste, graffeur réputé, qui réalise des peintures murales impressionnantes pour qu'il utilise votre matériel et documente le tout sur ses réseaux sociaux comptant 300 abonnés. Good, very good. C'est brave, hein? Ça me fait plaisir, ça. On continue. Question 10. Question 10, oui. Aujourd'hui, l'équipe utilise 2 actions marketing. L'appel de centrale d'achat chez les grossistes et magasins affiches avec code de réduction sur certains produits de vente pour pousser les consommateurs à acheter de la peinture coloriale. De quel type de marketing s'agit-il? J'ai mis du marketing entrant ou inbound en anglais. Bon, là, je suis plus d'accord parce que reprenons la question. Aujourd'hui, l'équipe utilise 2 actions marketing, n'est-ce pas? Maintenant, principalement, l'appel des centrales d'achat chez les grossistes. Aujourd'hui, l'équipe utilise 2 actions marketing.
Oui. Première action. Voilà le premier action marketing. L'appel des centrales d'achat chez les grossistes et magasins de bricoles. Là, nous sommes dans un marketing all-in. Deuxième point est la distribution des flyers, petites affiches avec code de réduction sur certains produits en vente pour pousser les consommateurs à acheter de la peinture coloriale. Deuxième stratégie ici, nous sommes toujours dans un contexte de marketing all-in. Parce que quand on parle de flyers, nous sommes plus en ligne, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. Nous avons vu que quoi? Le marketing entrant ou marketing de inbound vise à attirer des clients à soi-même. Donc, si tu utilises le marketing entrant, ça signifie que tu t'apprêtes à attirer les clients en soi. Par contre, le marketing sortant, aussi appelé le outbound marketing, consiste à pousser son offre auprès des clients potentiels. Donc, le marketing entrant est considéré comme plus respectueux des intérêts des consommateurs, car il demande leur permission. Pourtant, le marketing sortant, lui, n'a pas besoin de ça. Il a des problèmes d'éthique et de façon, son approche est vraiment. Donc, du moins, en un seul mot, retiens que quoi? Si on te dit marketing sortant, il s'agit du marketing traditionnel. Si on te dit marketing entrant, il s'agit du marketing digital. Parce que le marketing sortant, renvoyant au marketing traditionnel, consiste à pousser les consommateurs à acheter. Et c'est un système de marketing vraiment irrespectueux. C'est un système de marketing très irrespectueux, voire même arrogant. Pourquoi? Parce que quelqu'un va passer devant ta maison, ou bien tu seras à la maison avec les enfants en train de te reposer, carrément. Quelqu'un va venir toquer là. Il ne sait pas si tu es fatigué, si tu es rentré du travail, tu es fatigué, tu dois te reposer. Il vient là, il toque. Il nous commence à raconter les histoires du genre, il vend les produits et consorts. Avec la colère, parce que tu ne veux pas recevoir quelqu'un avec toute cette fatigue, tu vas le chasser. Et tu as raison de le chasser ainsi parce qu'il s'est comporté comme quelqu'un qui n'a aucun respect pour ta tranquillité, en fait. Par contre, le marketing entrant, qui est le marketing digital, a pour but de demander la permission au client avant de lui proposer quoi que ce soit. Là, à quoi consiste la permission? La permission consiste tout simplement à déclencher un trafic qui fait en sorte que la personne qui est en train de se reposer, en voyant une publicité qui est arrivée dans son téléphone, c'est cette personne qui prend l'initiative d'appeler en ce moment le propriétaire de la publicité pour lui dire « j'ai besoin de ton produit ». Là, tu as demandé une permission à quelqu'un pour entrer en contact avec toi. Tu vois? Donc, dans le cas d'espèce, donc, on dit qu'ils font les appels il y a l'appel des centrales d'achat chez les grossistes et magasins de bricolage. Là, nous sommes dans un contexte de marketing sortant. Et la distribution des flyers, ça, c'est le marketing sortant. Hein? Avec code de réduction, tout ça, c'est le marketing sortant. Donc, ils sont dans une approche vraiment peu éthique, et ils atteignent peut-être les objectifs, mais c'est une approche vraiment qui ne respecte pas le consommateur. Tout pour lui, comme on dit souvent, tout pour lui, rien pour les autres. Voilà comment les gens qui font le marketing traditionnel sont. On les appelle des ingrats, ou bien je ne sais pas où ils sont ingrats, ou ils sont comment, mais tout pour eux, rien pour les autres. Si il a perturbé ton sommeil, il a empêché que tu fasses ce que tu as fait, pourvu qu'il a fait une vente, le reste ne l'intéresse plus. Pourtant, le marketing entrant voudrait que, même si tu étais occupé, je t'ai demandé une permission à travers l'outil digital, tu as regardé, si tu n'étais pas disposé à m'écrire, tu as noté mon numéro, que tu vas prendre le temps de me contacter après et me dire, monsieur, j'ai vu vos contacts, votre annonce à tel endroit, j'en ai besoin. Voilà, j'ai demandé une permission et tu m'as accordé d'entrer en contact avec toi pour qu'on va plus loin avec le processus d'achat. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, la bonne réponse était le marketing sortant, entre autres, le outbound marketing. OK. Voilà. Donc, on évolue. Question 11. Votre directeur a un fichier de 5000 adresses email qui correspondent à d'anciens clients et contacts. Il souhaite ajouter ces personnes à une newsletter. Pouvez-vous utiliser ce fichier à des fins commerciales? Moi, je dis quoi?
il est possible d'envoyer un premier email automatique et collectif pour demander aux contacts s'ils souhaitent recevoir la newsletter. Voilà, maintenant aussi, je vais expliquer. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que en Europe, quand je me formais là-bas, c'est parce que, bon, c'est vrai, cette question, les gens qui ont plus trouvé, mes élèves qui trouvent plus cette question sont mes élèves qui sont en Europe. Donc, il y a une réglementation, du moins, je sais pas, une organisation en Europe qu'on appelle le RGPD. Le RGPD, Oui. voilà, on appelle ça le RGPD, règlement, je vais regarder un peu la définition dans mon document là. Voilà, donc tu notes RGPD, Règlement général sur la protection des données. Règlement général sur la protection des données. C'est bon? Oui. C'est une organisation en Europe là, qui est régie dans l'Union européenne. En Europe, tu n'as pas le droit d'utiliser les informations de quelqu'un sans son autorisation. Donc, si tu fais dans le marketing digital et qu'on t'a donné le contact de quelqu'un, hein, tu n'as pas l'autorisation de la personne avant de l'envoyer un email, il peut te porter plainte, tu auras des problèmes sérieux. Donc, il faut toujours avoir l'autorisation. Il faut toujours avoir l'autorisation venant de cette organisation avant d'entreprendre des actions de New État. Donc, la New État, en fait, c'est l'outil qui permet de donner des avis, hein, des équipes qui permet d'échanger avec les entreprises et les internautes. Donc, c'est à travers le site Internet, ça. Donc, ici, il faut toujours demander l'autorisation. En Europe, particulièrement, ça, on s'attaque plus dans le cadre européen parce que là-bas, on n'utilise pas les données personnelles comme ça. Donc, si ton patron t'a donné les contacts, si ton patron t'a donné les contacts de ses contacts à lui, tu ne peux pas utiliser ça comme ça. Tu ne peux pas. Il faut au préalable demander la permission avant d'entrer en contact avec ces gens. Donc, la réponse ici était non. Non, le fichier ne peut être utilisé pour envoyer une newsletter car les contacts n'ont pas été... Non, il n'y a pas eu d'accord, quoi. Tu n'as pas eu d'accord avant de le faire. Et comment demander donc la permission? Pour la permission, tu vas à cette organisation, tu déposes un document. Ah, d'accord. Tu déposes un document de permission de contacter ces gens. Tu as la permission de cette organisation. Alors, on va passer, quand tu déposes là-bas à cette organisation, on notifie ces gens qui vont recevoir des informations venant de Hello Patience. D'accord. OK. Question 12. Que signifie SEO? Moi, j'ai dit que Search Engine Optimization. Dans le A. OK, c'est bon. Maintenant,
Nous sommes au grand 2. Mettez en place une stratégie de marketing en marketing digital. La première question, c'était de savoir, donc, en concevant un plan marketing description. Vous êtes consultant en marketing de vente. Une équipe dans les filtres chimiques qui blanchissent les coraux, contribuant à leur mort. Qui souhaitent proposer une alternative bonne pour la peau et la planète. L'offre est simple. Une crème solaire de 200 ml, SFP 30 et SFP 50 à 13 €. La bouteille. La vente se fait à ce jour via le site e-commerce de SoundKeys. L'équipe est constituée uniquement de 2 fondateurs qui ont vendu 15 000 produits en 3 ans. SoundKeys dispose déjà d'une belle communauté en ligne, 5 000 abonnés sur Facebook, 10 000 sur Instagram et 1 000 dans sa mailing list. Les fondateurs font appel à vous pour booster leurs résultats. Ils aimeraient vendre 10 000 bouteilles cette année. Comme c'est un marché saisonnier, 80% des ventes annuelles se font entre avril et août. Vous travaillez sur un plan marketing pour les aider à atteindre leurs objectifs. Première question. Vos clients s'interrogent sur la pertinence de faire un plan marketing. Il s'agit d'une petite entreprise et ils préféreraient investir ce temps dans des actions concrètes et dans l'exécution. Qu'en pensez-vous? Moi, je dis qu'il faut planifier 100% des actions pour atteindre les objectifs. Chaque activité doit être intentionnelle. OK. Bon, je t'explique cette partie. Tu as lu le déroulé, donc tu sais concrètement de quoi les questions. Il faut que tu saches une seule chose, c'est que l'intérêt premier du marketing digital est d'assurer une cohérence entre la vision stratégique et l'exécution opérationnelle. C'est très important. Donc, si tu t'apprêtes à entrer dans le monde du marketing digital, il faut que le plan marketing que tu mets en place, rassure-toi que ce plan marketing soit cohérent entre la vision stratégique et l'exécution opérationnelle. Pourtant, donc, il ne faut pas tout planifier parce que encore trop planifier peut gâter la planification, tu vois. Donc, ce n'est pas pour dire que si tu n'as pas planifié, ça ne va pas donner. Si tu as planifié, ça va donner. Mais ne fais pas encore une planification au point de paralyser ta planification. Reste un peu cohérent dans cette vision stratégique-là, afin que ton exécution opérationnelle également soit aussi cohérente. Donc, il faut planifier, oui, mais pas à 100%. Il faut planifier autant que possible, tu vois. Là où tu sens que ici, ce n'est pas nécessaire de planifier, alors tu fonces tout simplement. Donc, il faut planifier autant que possible. Cela permet de structurer l'approche marketing en se posant méthodiquement les bonnes questions. Mais si tu planifies à 100% des actions, là où il faudra améliorer, tu sais que la planification, c'est toujours ce qu'on appelle l'estimation. Arrivé sur le terrain, il y a des réalités que tu fais face. Oui. Maintenant, si tu te rends compte que tu as des réalités sur le terrain que tu es en train de faire face, parce que tu as fait une planification 100%, tu vas paralyser dans ta planification parce que tu vas te dire que non, j'avais écrit que je vais passer seulement par la route-ci. Même comme ce n'est pas goudronné, moi, je vais seulement passer par la route-ci. Quelqu'un va te dire que comment tu veux qu'on passe par la route là? Même si tu as écrit ça, comment tu veux qu'on prenne cette route alors qu'elle n'est pas goudronnée? Imagine que si on prend cette route, on a au moins 2 heures de temps pour arriver chez notre partenaire. Comment tu veux qu'on fasse pour arriver si on prend cette route? Je préfère qu'on prenne celle-ci parce que celle-ci est goudronnée. Même si on n'a pas écrit, je veux qu'on prenne celle-ci. Ça va nous permettre qu'en moins de 30 minutes, on sera chez notre partenaire. Tu dis à ton collaborateur que je t'ai dit que j'ai planifié à 100%. On va prendre la route-ci. Donc, tu vois comment encore trop planifié finit par paralyser la stratégie que tu as mis en place. Donc, il faut planifier, oui, autant que possible. Et naturellement, tenir compte de l'approche marketing en se posant méthodiquement les bonnes questions. Donc, voilà, la bonne réponse était la deuxième. D'accord. Deuxième question, quel va être le point de départ, la première étape pour le plan marketing?
Première étape, j'ai dit question de partir des objectifs de l'entreprise pour construire un plan marketing efficace. Magnifique. Ça, c'est bon. Question 3. Que devez-vous absolument faire en tant que responsable du marketing digital? Planifier 100% des actions marketing, investir 100% des efforts dans l'opérationnel, mesurer 100% des actions réalisées. Bon. Je ne sais pas trop. Bon, moi, je dis planifier 100% des actions marketing, mesurer 100% des actions réalisées. Ah, tu as choisi 2. Oui. Planifier 100% et mesurer à 100%. Oui. Bon, d'accord. Ici, on est en train de te dire que on est en train de te demander déjà des résultats. Donc, nous sommes dans un KPI. Hein, on est en train de te demander des résultats de ce que tu as fait. Donc, tu ne peux plus planifier. Tu as déjà planifié plus haut, nous sommes d'accord. Ah, d'accord. Tu as déjà planifié, donc officiellement, tu ne peux plus planifier. Tu as déjà investi, puisque tu es déjà sur le terrain, tu ne peux plus investir, nous sommes d'accord. Oui. Donc, tu ne peux que mesurer à 100% les actions réalisées pour évaluer la réussite des actions engagées. Donc, il est indispensable de mesurer les résultats d'une action en marketing digital grâce aux indicateurs de performance. C'est ça, c'est ce qu'on appelle déjà, on entre déjà dans la phase des indicateurs de performance, les KPI. Donc, tu as trouvé 1, tu as raté 1, ça fait 1 moins 1, 0. Voilà. Merci. 1 moins 1, 0. On continue. On continue. Question 4. Lequel de ces objectifs est opérationnel? Réduire la pollution des océans. Réactiver 5% des anciens clients. Exposer 100 000 personnes à la marque. Bon. Moi, j'ai mis réactiver 5% des anciens clients cette année pour obtenir une seconde commande. Tu sais quand même pourquoi tu as mis ça, non? Hein? Tu sais pourquoi tu as mis non? Ou bien là, c'est Pédophas qui a géré. Non, j'ai mis ça parce que on avait dit en cours que pour avoir des objectifs SMART, il faut avoir des objectifs SMART. Donc, quantifiable et dans une durée. C'est pour ça que j'ai pensé à mettre réactiver 5% des anciens clients cette année pour obtenir une seconde commande. OK. OK, c'est bon. Question 5. Vous avez cherché des chiffres sur le marché des crèmes solaires avec peu de sources fiables. Cependant, voici l'estimation qui vous semble la plus réaliste. Le marché des crèmes solaires est estimé à 8 milliards d'euros dans le monde et à 300 millions en France. 25% des ventes sont réalisées en grande surface, 70% en pharmacie et 5% en ligne. Sur tous les solaires, seuls 10% des ventes sont réalisées par des produits certifiés bio. Les champions des ventes sont de grands laboratoires et marques de cosmétiques très connues. Vous posez la question de canaux de distribution car peu de ventes se font en ligne. Qu'est-ce qui serait le plus pertinent par rapport au positionnement de Sunkeys? Alors, moi, j'ai mis se faire référencer dans les grandes surfaces pour sortir du lot plus facilement. Opter pour les boutiques bio, moins nombreuses, mais avec des clients adeptes des produits bio. C'est les 2 que tu as choisis. Oui. OK. Déjà, il faut savoir que un client est un acheteur sensible à l'environnement, premièrement. Donc, en fonction de l'environnement, le client est comme un œuf. Son kiss donc sera plus
aura plus de chances de l'atteindre en étant dans des points de distribution qu'il utilise déjà. Parce qu'on est en train de faire savoir ici que on veut comment je vais dire? Moi, je vais utiliser quel mot? Puisque si on dit que si vous posez la question des canaux de distribution, car peu de ventes se font en ligne, qu'est-ce qui sera le plus pertinent? Ce client est un client officiellement de StoneKeys. Bon, maintenant, s'il faut qu'on utilise, on entre encore en lui avec des nouveaux produits qui ont été mis sur le marché, on ne peut pas se comporter avec lui comme si on était comme on avait affaire à un nouveau client. C'est déjà un client. C'est déjà un client. Donc, il faut tout simplement opter pour les boutiques bio, moins nombreux, mais avec des clients adeptes de ces produits. Parce que c'est un client qu'on connaît déjà un peu ce qu'il aime. Quand il est déjà venu une fois, tu peux facilement déterminer ce que tu peux lui donner pour la prochaine fois. Donc, ce n'est pas le genre de client qu'il faut encore référencer à des grandes surfaces ou bien pour sortir du lot, ce n'est pas trop. Non, ce n'est pas un client étranger, c'est un client connu. Et s'il a un point de distribution qu'il maîtrise déjà, autant mieux le rediriger là-bas afin de lui donner exactement ce qu'il recherche. Parce que c'est un client que vous connaissez déjà, c'est un client que tu sais ce qu'il veut de manière officielle. Donc, il faut opter pour les boutiques bio, moins nombreuses, mais avec des clients adeptes de ces produits bio-là. Donc, ça faisait plus 1 moins 1, 0. Question 6. Vous avez réalisé la matrice SWOT de StoneKeys. Vous faites également votre marketing mix. Vous vous rendez compte qu'il existe une incohérence. Votre prix de 13 € est similaire à celui des crèmes solaires chimiques. Vos concurrents bio vendent chaque flacon de 200 ml à un prix de 25 € en moyenne. Que souhaitez-vous faire? J'ai dit, bon, gardez le prix de 13 € pour sortir du lot par rapport aux concurrents bio. Ça, c'est ta réponse. Mm-hmm. OK. Les taux se resserrent. Hein? Donc, on dit que tu as réalisé la matrice SWOT de StoneKeys. Première chose, j'espère que tu as bien vu le tableau de la matrice là, qui indique comment on dit les forces et opportunités. Parce que tu utilises ça pour travailler. Quantité, regain de bio, ingrédients naturels, conscience écologique, menaces faibles et tout, voilà. On dit, vous faites également du marketing mix, parce qu'il faut toujours tenir compte du fait que la matrice SWOT marche avec le marketing mix. Les deux vont ensemble. Vous vous rendez compte qu'il existe donc une incohérence. La stratégie prix de vente de 13 € est similaire à celui des crèmes solaires chimiques. Vos concurrents bio donc vendent chaque flacon de 200 ml à un prix de 25 € en moyenne. Que souhaitez-vous faire? Je t'explique encore ça avant que je te donne la réponse. Tu vends les produits bio de StoneKeys, n'est-ce pas? Et tu te rends compte que ton prix de vente, c'est 13 €. Donc, toi, tu vends à 13 €. Et le même produit similaire au tien, de ton concurrent également qui est bio, lui vend son flacon de 200 ml à 25 €. Donc, ta part, tu vends à 13, lui vend sa part à 25 €. Et ça a les mêmes qualités. Tu es donc dans l'embarras. Tu ne comprends pas pourquoi on préfère aller chez lui. Donc, sur le marché, même ton prix de 13 € là,
Les clients s'en foutent éperdument. Continue d'aller là où ça coûte 25 euros. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que dans ta stratégie mixte et ta matrice SWOT, tu as vraiment tenu compte de tous les éléments? Est-ce que tu as tenu compte de la marge? Est-ce que tu as tenu compte du volume de production? Est-ce que tu as tenu compte de la qualité? Est-ce que tu as tenu compte des ingrédients naturels? Est-ce que tu as tenu compte de la faiblesse de distribution? Est-ce que tu as tenu compte de tout ça? Si ta matrice SWOT est respectée, alors une chose est sûre et certaine. Si ton produit est de qualité, ingrédients naturels, production parfaite, la marge grande, si tu respectes tout ça, tu n'as pas besoin de rester à 13 euros. Tu montes à 25 euros pour entrer dans la concurrence. Je ne sais pas si on se comprend là. Oui, oui, on se comprend parfaitement. Je te prends un cas simple. Moi, j'étais en clientèle hier. J'étais avec la directrice de Somatel à Douala. Quand je lui fais part de ce que nous, on peut apporter à son entreprise, elle s'exclame d'abord en disant que mes prix sont très énormes. Pourtant, elle travaille avec un enfant qui lui fait ça au prix de rien. Je lui dis, je ne veux même pas entrer dans le débat là avec vous, madame. Je n'ai même pas envie d'entrer dans le débat là avec vous. Je pense quand même que quand vous regardez la qualité de personne qui est devant vous pour vous présenter ce projet, vous n'avez pas à me comparer avec un enfant de quartier qui part acheter des vues pour vous donner. Elle a ouvert les yeux, elle m'a regardé, elle m'a dit, pardon, tu as prononcé le mot que mon fils a dit l'autre jour. J'ai dit, quel mot? Mon fils a dit que l'enfant là m'achète les vues. Il achète les vues, il vient me montrer, il me manque. Je dis que je n'ai même pas besoin d'entrer dans l'autre débat là avec vous. Les prix qui sont sur ma proposition ne changeront rien. Je ne vais rien changer sur les prix là. Parce que chaque prix que vous voyez là est proportionnel à une performance. Moi, quand je diminue le prix, la performance diminue. Quand j'augmente le prix, la performance augmente. Regardez le prix là comme j'ai mis là. C'est la moyenne qu'il vous faut pour reprendre la notoriété au Cameroun et à Douala particulièrement. Donc, même ça, c'est la promotion. Elle dit quoi? Elle dit que je suis en promotion. Je suis en promotion. Donc, quand la promotion va finir, ça sera plus que ça. Si tu ne veux pas saisir, tu ne saisis pas. Donc, quand tu es sûr de ton affaire, quand tu sais que ton plan marketing mix a été mis en place et que c'est sûr, quand tu sais que la matrice qui accompagne ça est parfaite, non, mais attends, pourquoi paniquer au niveau de ton prix? Tu gardes ton prix parce que c'est même ça qui donne ta valeur. C'est avec ce prix que tu te positionnes de manière cohérente sur le marché. Je pense que tu comprends un peu. Oui, Donc, oui. le marketing mix permet de la cohérence entre le produit, le prix, la distribution et la promotion. C'est ce qu'il faut savoir d'office. Un produit de meilleure qualité donc ne doit pas être moins cher. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas avoir un produit dont tu es sûr que, mais quand vraiment on consomme, on est à l'aise, tu donnes ça à un prix dérisoire. Il y a des gens qui vont même voir, qui vont comprendre l'efficacité de ton produit. Vraiment, le prix même va les faire peur. Ce qui coûte cher, ce qui est de qualité doit coûter cher. Il ne faut pas avoir peur là-dessus. Pour se développer, il ne faut pas chercher à tirer les prix vers le bas. Ce n'est pas forcément en ramenant les prix vers le bas que ça va forcément faire grandir ton organisation, mais plutôt à trouver le marché qui sera prêt à payer pour la juste valeur de ton produit. C'est clair. Moi, je rencontre des personnes qui disent qu'ils ne peuvent pas me payer plus d'1 million pour faire le marketing digital. OK, il n'y a pas de problème, on se sépare. On se sépare, je leur dis bonne journée et je sors, je m'en vais. Je comprends tout simplement qu'ils n'ont pas la hauteur. Ils n'ont pas la hauteur, alors je les laisse continuer de vadouiller dans le vadouillage qu'ils font. Quand ils auront les moyens, je vais rester à mon bureau, ils vont venir. Maintenant, si tu as les moyens, si tu as la hauteur, tu payes. Et je sais que le retour est favorable, ce n'est même pas discutable. Voilà. Donc, quand tu es sûr de ton produit, il n'est pas question de la ramener au non. La stratégie prix ne veut pas forcément dire diminuer le prix ou bien non. La stratégie prix veut aussi dire que si jamais tu te rends compte que ton produit vraiment est de qualité, même on manque le prix. On manque le prix.
Si c'est bon, les gens vont acheter. L'expérience a montré que les gens n'ont pas de problème d'argent, mais les problèmes de qualité. Si quelqu'un trouve satisfaction en quelque chose, même si ça coûte combien, la famille va cotiser pour acheter. Nous sommes d'accord? Oui, oui. Donc, la bonne réponse ici était augmenter le prix à 25 € pour avoir un positionnement cohérent et résoudre le problème de la marge faible. Voilà. Question 7. Les fondateurs de Sonkeys vous demandent d'accroître la notoriété de la marque. Parmi les techniques suivantes, laquelle ne répond pas à cet objectif? Moi, j'ai mis proposer une vente privée aux anciens clients avec une remise de 10%. OK, c'est bon. Parce que quoi? Pourquoi? Parce que les ventes privées auprès des clients existants sont une stratégie de fidélisation. C'est ça, non? Je crois que c'est par rapport à ça que tu as tenu, que tu as pris cette réponse. Regarde bien ta proposition. Oui, oui. Proposer une vente privée aux anciens clients. Tu es en phase de quoi? Tu es en phase de fidélisation. Nous sommes d'accord, non? Oui. Tu es en train de fidéliser tes clients. Oui. C'est la même chose que tu vas faire avec ton organisation. Quand tu as un client qui est dans ta maison, tu lui donnes le même prix, mais tu mets des remises, tu fais des promotions, tu lui donnes quelque chose, tu fais en sorte qu'il sache qu'il est vraiment de la maison déjà, tu vois. Donc, c'est bon, très bonne réponse. Oui, oui. Question 8. Comment allez-vous traquer les résultats de votre campagne d'influence KPI à des fins de notoriété? Bon, on a dit, on peut demander aux utilisateurs d'indiquer comment ils ont connu la marque lors de l'achat d'une crème via le site Sonkeys. Et j'ai aussi mis créer un lien pour chaque blogueur pour traquer le trafic venant de leur site ou réseaux sociaux vers le site de Sonkeys. Bon, OK. Je te fais une brève explication de cette question. C'est pas ce que demander aux utilisateurs d'indiquer comment faire, c'est pas mal. Hein? On pouvait utiliser cette question. Mais où se trouve le problème ici? Où se trouve le problème ici? Quand tu poses la question lors de l'achat, poser la question lors de l'achat pose deux problèmes. Écoute bien. Quand tu poses la question lors de l'achat d'un produit pose deux problèmes. Premier problème. En ajoutant une question, il est possible de déconcentrer l'acheteur et de perdre la vente. Est-ce que tu comprends ça? Quand tu ajoutes une question, il est susceptible que tu déconcentres l'acheteur et que tu perdes la vente. Donc, il ne faut pas trop distraire l'acheteur. Lui, l'acheteur sait déjà qu'il veut passer à l'action. Hein? Il n'est pas question de le distraire, vraiment. Rassure, pousse-le seulement à entrer à l'achat. Ne le distrais pas avec les questions. Le processus d'achat doit être le plus simple possible. Je ne sais pas si tu comprends, mais tu m'écoutes là? Allô? Tu m'écoutes? Allô? Allô? Oui, je suis là. Voilà. J'étais en train de dire ceci. J'étais en train de dire que poser
tes questions lors de l'achat posent deux problèmes. Donc, quand tu es face à un client, tu gères le client en fonction de son état d'âme là. Tout d'abord, quand tu ajoutes une question dans l'esprit de l'acheteur, il est susceptible de déconcentrer cet acheteur et de perdre la vente. Parce que sa position montrait déjà qu'il veut acheter. Même s'il n'a pas compris ce que tu fais, il veut déjà acheter. En voulant trop lui poser des questions, tu peux perdre la vente là. Hein? Oui, oui. Le processus d'achat doit être le plus simple possible. Il ne faut pas compliquer le processus d'achat. De plus, la notoriété obtenue avec l'aide des blogueurs ne se transformera pas immédiatement en trafic vers le site de e-commerce ou bien les commandes. Non, les blogueurs font leur travail, oui, mais on ne peut pas avoir le résultat là. C'est la raison pour laquelle, si tu as un client qui s'apprête à passer à l'action, fais-le, laisse-le passer à l'action. N'entre pas avec les questions pour qu'il réfléchisse encore afin de changer d'avis. Non, tu peux perdre la vente. Franchement, tu peux perdre la vente. Donc, ici, la bonne question était de demander aux blogueurs de faire un rapport détaillé de leur contenu lié à son case. Premier rapport, analytique du blog, interaction des réseaux sociaux, vue, impression et clic. Voilà ce que tu dois demander aux blogueurs de faire, afin de mesurer les compétences de ce que tu as généré comme trafic. Tu ne peux pas demander aux clients, s'il vous plaît, dites-moi, est-ce que c'est bon? Est-ce que non? Ce que tu peux plutôt faire, c'est que quand le client est déjà passé à l'achat, tu peux plutôt, on a travaillé sur les CSAS, non? Les CSAS, les NPS. On a travaillé dessus, non? Oui. Voilà. Tu peux plutôt dire au client, à travers des notifications qu'il reçoit dans son téléphone ou bien dans ta page ou bien dans ton site Internet, donnez votre avis ici sur l'appréciation du produit. Dites-nous ce que vous pensez du produit. Est-ce que c'est bon? C'est libre à lui d'écrire et de dire s'il est content du produit ou pas. S'il n'est pas content, tu le laisses tranquille. Tu n'as pas à lui poser les questions pour savoir si tu as réussi à l'avoir ou si tu n'as pas réussi ou s'il est content ou il n'est pas content. Non. En lui posant trop de questions comme ça, il est possible qu'il finisse par partir. Voilà. Donc, demande plutôt aux blogueurs de faire ce travail. Les blogueurs peuvent faire ce travail à base du web analytique. On a vu ça plus haut tout à l'heure dans les questions. Les blogueurs peuvent faire ce travail à base des interactions sur les réseaux sociaux, à base des vues, à base des impressions, à base des clics. Voilà. Donc, quand on va faire le cas pratique, n'est-ce pas, tu vas te rendre compte que dans ton système, tu pourras voir parfaitement le rapport. Dans ton rapport, va parfaitement te montrer le nombre d'impressions, le nombre d'interactions. Ça te permet de voir concrètement la performance que ton affaire a eu sur Internet. Voilà. On évolue. Question 9. Vous pensez que la newsletter n'est pas assez exploitée par l'entreprise, notamment à des fins d'acquisition de prospects et clients. Vous avez notamment remarqué qu'une grande partie des abonnés sur les réseaux sociaux ne sont pas dans la newsletter. Que pourriez-vous faire pour augmenter les inscriptions à la newsletter? Moi, j'ai proposé un code de promotion de 10% contre inscription à la newsletter. OK. Oui, là, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Oui, c'est une bonne réponse. Oui. Question 10. Tu connais ce que c'est que une newsletter, non? Tu as déjà vu une newsletter dans les sites Internet, non? Une newsletter, si ma mémoire est bonne, on utilise ça beaucoup plus. Allô? Oui, je t'écoute. Oui, je t'écoute.
Je dirais que, pardon, on utilise beaucoup plus ça avec des emails. Ok, c'est bon. On continue alors. Question 10. Qu'est-ce que le SEM inclut? Le Moi, j'ai SEM. mis Search Engine Advertising plus Search Engine Optimization. Ok, c'est bon. Oui, c'est bon. Prochaine question. Question 11. Vous disposez d'un budget publicitaire de 5 400 € pour l'année. Pour l'instant, il est réparti de façon régulière entre Facebook et Instagram Ads à raison de 450 € par mois. Qu'en pensez-vous? Question 11. J'ai dit la régularité est importante. Il faut garder des points de contact avec la clientèle toute l'année. Ok. Reprenons la question. Vous disposez d'un budget de 5 400 € pour l'année. Donc, tu as fini par convaincre le chef d'entreprise qui t'a donné 5 400 € pour l'année pour l'instant. Alors, il est reparti de façon régulière entre Facebook et Instagram. Donc, voilà les canaux que tu as décidé d'utiliser en raison de 450 € par mois, n'est-ce pas? Maintenant, on demande donc, qu'est-ce que tu en penses faire? Tu sais quand même, tu te rappelles, on avait parlé de ça dans le cours. On avait dit que l'activité en marketing est saisonnière, tu te rappelles? Oui. Alors, il vaut mieux adapter les offres en utilisant la majorité du budget pour préparer la saison qui est favorable. Quand une activité est saisonnière, tu ne peux pas mettre un budget global sur toute la saison. Non. Tu programmes ta campagne de telle sorte que si en septembre, par exemple, c'est la rentrée, tu dis que, bon, Facebook, je veux qu'en septembre, tu diminues mon budget de 1 $ parce que vraiment, en cette période-là, tu n'es vraiment pas efficace sur le terrain. Hein? Maintenant, dès que nous sommes en octobre, début octobre, vers le 15 octobre, là, monte mon budget immédiatement à 10 $ parce que je sais que le marché reprend, les activités reprennent pour préparer les fêtes. Donc, je veux tourner pendant cette période-là. Garde mon budget à 10 $, 15, 20 $ dans la période de décembre, octobre, novembre, décembre. Dès qu'on est en janvier, diminue mon budget d'1 $. Arrête même mon budget. Suspends même d'abord ma campagne. Tout le mois de janvier passe, les gens finissent avec la janviose. Dès que février recommence là, ouvre encore mon budget, remets ça à 5, 10 $, 20 $ et on continue. Je ne sais pas si tu comprends. Je vois. Tu planifies ça tu planifies les 550 € sur un mois en fonction des saisons. Et tu as une bonne performance. Parce que sinon, tu vas utiliser un argent pendant une période dont il n'y a pas trop d'activité et perdre de l'argent pour rien. Tu vois? Donc, la bonne réponse ici était l'activité étant saisonnière, il vaut mieux investir le budget à une période clé et faire des tests pour évaluer si le budget est suffisant. Voilà. Donc, je crois que c'est une réponse 0. Question 12. L'emailing est le canal marketing le moins cher. Moi, j'ai dit vrai. Pourquoi tu as dit vrai? Parce qu'on peut envoyer les emails à plusieurs contacts, adresses à moindre coût. Je ne sais pas trop. De combien, par exemple? Je ne sais pas, je n'ai jamais... Bon, enfin, je me suis dit que c'était le contact le plus moins cher. En fait, Non, tu as raison, c'est le moins cher. Je veux juste savoir pourquoi tu as dit que c'est le moins cher. Bon, j'explique. Oh, je ne sais pas. J'explique. Le prix de Je ne sais revient. pas trop. Le prix de revient varie en général entre, note ça bien, hein, le prix de revient varie entre 0,05 et 0,40 €. Voilà.
Donc, généralement, quand on fait un emailing, on est dans la marge de 0,05 à 0,40 € l'unité. Donc, comptez aux environs, bon, si on tient compte par exemple des environs, on est à 0,30 € l'unité par emailing. Hein? Voilà. Donc, si on dit par exemple 5000 exemplaires comprenant la location des fichiers, bon, un routage de emailing peut facilement être efficace à cette valeur. Donc, la moyenne, c'est 0,30 €, mais quand vraiment les choses se passent bien, voilà, on est dans 0,05 à 0,40 €. La moyenne, c'est 0,30. Donc, effectivement, c'est vrai, c'est un canal de communication marketing vraiment moins cher. Voilà. On peut continuer. Oui. Je note un peu. OK. Question. Non, nous sommes déjà à la troisième partie. Mesurer l'efficacité de vos actions marketing avec les KPI. Question 1. Qu'est-ce qu'un entonnoir de conversion appelé tunnel de conversion? Moi, je dis que c'est un schéma qui représente le parcours de votre utilisateur d'un bout à l'autre de votre système marketing. OK. Bon, ici, c'est bon. C'est que tu peux trouver ça. Question 2. Comment décrit-on généralement le cycle de vie du client en ligne? Cible, visiteur, prospect, client et ambassadeur. C'est good. Question 3. Plus une personne est loin dans le cycle de vie du client, plus elle est précieuse pour vous. Bah, je ne sais pas trop. J'ai mis vrai. Ouais. Plus, on a dit plus une personne est loin dans le cycle. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup hésité. Je me suis dit vrai, pourquoi? Parce qu'il faut encore beaucoup d'actions marketing pour pouvoir le convertir pour qu'il quitte de cible à visiteur, de visiteur à prospect et jusqu'à ambassadeur. Reprends voir. Parce que j'ai dit vrai parce que je me suis dit quand une cible est encore au stade, en fait, quand un visiteur, je vais dire, lorsqu'un client est encore au stade de cible, il nous faut beaucoup d'actions marketing pour le convertir en visiteur, prospect, client et ambassadeur. OK, c'est une explication, c'est pas mal. Pas mal. Pas mal. Donc, c'est vrai aussi que, à l'inverse, étant déjà ambassadeur, on devrait aussi peut-être toujours le motiver à fait, avoir des actions plutôt de fidélisation qui lui permettront de rester ambassadeur. Oui. 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 Aussi, tu dois ajouter à ça que plus une personne est loin de ton cycle de vie, hein, de ton cycle de vie de client, plus la relation que tu as avec cette personne est forte. Oui. On peut prendre notre cas personnel. Tellement cette formation se déroule bien que quelqu'un peut arriver ici, il nous entend en train de travailler, toi tu as Yaoundé, je suis à Douala, il pense qu'on s'est déjà vu, on se voyait depuis des années, on se connaît. Je ne sais pas, tu comprends un peu. Pourquoi? Parce que quand cette personne est un peu plus éloignée, l'interlocuteur l'accorde un peu plus d'importance. Donc, il y a un peu plus d'attention, contrairement à la personne qui est face à face. Quand quelqu'un, par exemple, est proche, si je prends le cas d'un élève, les élèves qui sont ici à mon bureau, des fois, quand ils arrivent, moi, je les confie à mes employés et que, bon, Adeline, par exemple, va te former, Thierry va te former, tu vois. Mais quand il s'agit des personnes à distance comme vous là, déjà, le fait que je ne connais pas parfaitement
états d'âme et les émotions de Hello. Je ne sais pas parfaitement si en confiant Hello à Adeline, Adeline peut réussir à faire que Hello reste avec moi. Je préfère ne pas prendre le risque, alors je m'en occupe personnellement. Et le fait de m'en occuper personnellement, c'est parce que je veux renforcer cette relation qu'il y aura entre moi et Hello, afin qu'elle soit forte et qu'elle soit satisfaite de ce qu'on est en train de faire pour qu'au final, c'est elle-même maintenant qui représente la marque du côté de là où elle se trouve. Je sais pas, tu vois un peu. Donc, c'est la Oui, raison oui, pour je laquelle, comprends. quand cette relation est à distance, elle est plus importante dans le cycle de vie. Question 4. Quelles sont les 5 phases de la méthode AIDA? J'aime attirer l'attention, susciter l'intérêt, stimuler le désir, faciliter le passage à l'action, fidéliser et se faire recommander. Oui, c'est bon, magnifique. Question 5. Pour être efficace, un message marketing doit résonner avec le plus de gens possible. Ça, c'est la question 5. Bon, moi, j'ai mis la faux. C'est vrai que je n'ai pas très bien compris. On dit, pour être efficace, un message marketing doit résonner avec le plus de gens possible. Bon, ici, moi, j'ai mis faux parce que je me suis dit, le message publicitaire s'adresse à une cible précise. Oui. Et cette cible-là doit se reconnaître à travers les expressions, à travers les mots, les couleurs utilisées dans le message. C'est exactement Bon, voilà pourquoi moi j'ai mis faux. Oui, c'est exactement ça. En un seul mot, n'est-ce pas? Ta publicité ne va pas plaire à tout le monde, Oui. nous sommes d'accord. Hein? Comme on a dit Oui, au départ, c'est des êtres humains que nous partons chercher. Ce pas des robots. Donc, ta publicité, forcément, ne plaira pas à tout le monde. Donc, on ne peut pas plaire à tout le monde. OK. Voilà, on ne peut plaire à tout le monde. Le marketing, en marketing, le message doit avant tout résonner au mieux avec le cœur de la cible, n'est-ce pas? Donc, c'est la raison pour laquelle on appelle ça campagne publicitaire ciblée. Oui. Voilà. Il n'est pas question d'aller toucher, d'aller faire une campagne dans la va-tout. Comme si on devait aller chercher les gens qui n'ont même pas d'intérêt à nous suivre. Donc, dans notre campagne, on a des gens qu'on doit exclure pour chercher des personnes cibles, le cœur cible. Parce que si c'est à ces gens-là qu'on peut plaire, alors autant mieux les plaire, même s'ils sont deux, c'est déjà un effectif. D'accord. Voilà. Oui, oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle cette question est vraie, parce que on ne peut pas plaire à tout le monde. Oui. Question 6. Si vous dépensez 900 € dans une campagne de publicité en ligne et que pour ce budget, votre annonce a été affichée 1 million de fois, quel est le CPM de votre campagne? Oui. Moi, j'ai mis 0,09 €. Je ne sais plus. Je vais prendre rapidement le papier où j'ai fait les calculs si je me retrouve. CPL signifie quoi d'abord? Voilà. J'ai même fait quoi encore là pour trouver ça? J'ai même fait. La question était. Donc. Voilà. La question, c'est 900 € dans une campagne de publicité en ligne et que vous avez un budget à 1 million de fois. Oui. J'ai mis ça où? Bref, je ne me retrouve plus trop dans mes Bon, d'accord, si tu ne retrouves voilà, j'ai fait. Oui. Moi, j'ai fait 900 € sur 1 million de fois, je sais pas, fois 1000, je pense bien. OK. Oui. OK.
Naturellement, ça donne 0,90 euros. Question juste. Tu as dit que CPM, c'était quoi? Non, non, je n'ai pas trouvé. Tu avais noté combien? Moi, j'ai plutôt dit 0,09 euros. Oh là 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 là. Bon, c'est vrai que je n'ai pas très bien compris. C'est la question 6. Je n'ai pas très bien compris ça. Oui, c'est pour ça que je te posais la question de première, de me dire ce que tu entends par CPM. C'est le coût pour 1000. Coût pour 1000 clics. On a vu dans le cours que sa formule était quoi? Tout part de la formule, non? Oui. Voilà. On avait dit que le coût pour 1000, c'est le, le montant, le coût de la publicité, si je ne me trompe pas, sur le nombre de... Donc, sur 1 million, là, fois 1000. Les expressions, je veux les expressions formulées, la formule même. C'est le coût d'une... C'est le coût sur le nombre de contacts fois 1000. Attends, le coût sur le nombre de contacts par mail. Le coût sur le nombre de... C'est quoi on s'est dit ça? Ça, c'est le... Parce que tout part d'abord de la formule. Comme tu as vu, CPM coût pour 1000 clics. Puisque quand tu déclenches, quand tu génères un trafic ciblé, il y a chaque clic est payant. Hein. Quand il s'agit du trafic, tout à l'heure, tu as dit que on appelle ça comment là? Le trafic payant, c'est ça le RCA, non? Oui. C'est ça. Donc, tu calcules le coût pour 1000 clics à partir du CA. Tu calcules le coût pour 1000 clics à partir du CA. Bon, maintenant, chaque clic est payante. Google, ce que Google fait, c'est que, là, nous sommes dans Google, nous ne sommes pas dans Facebook. Ce que Google fait, c'est que dès qu'une personne clique immédiatement sur le lien qui renvoie à ton site Internet, c'est ça qui va valoir 0,90 euros. C'est ce coût qu'on demande que tu dois calculer là. Hein? Oui. Bon, maintenant, si tu as une campagne publicitaire que tu as générée et cette campagne qui vaut, on t'a dit que cette campagne, tu dois dépenser 900 euros. Parce qu'il faut prendre des données quand tu t'apprêtes à faire un travail pareil. On dit que si vous dépensez 900 euros dans une campagne publicitaire en ligne et que ce budget de votre annonce a été affiché 1000 fois, ça veut dire quoi? Tu as 900 euros pour une campagne et dans Google, cette campagne a été affichée 1 million de fois. Quel est le nombre de coûts pour 1000 impressions? Combien de fois les personnes qui ont vu ça, ça a été facturé à combien? Ça a été facturé à combien par Google? C'est ce qu'on demande. C'est ça que tu calcules donc. Et c'est ça, cette formule qui est tout simplement le coût d'une campagne sur le nombre d'impressions fois 1000. C'est ça qu'on avait dit, non? Donc, c'est le coût d'une campagne. C'est le coût d'une campagne sur le nombre d'impressions fois 1000. Ça qui donne 0,90 euros. Ça veut dire que chaque impression que quelqu'un va donner là-bas, ça va valoir 0,90. On va te facturer. On va te facturer 0,90 euros. Tu comprends maintenant? Oui. Ça, c'est des éléments que tu vas facilement comprendre quand il s'agira de la pratique. Mais ça, ceci concerne plus Google Analytics. Pour Facebook, c'est autre chose. Voilà, on continue.
Ah oui, j'ai fait une petite erreur au niveau des calculs là. Parce que je ne comprends pas comment tu as trouvé 0,09. Tu devais Oui, normalement. oui, j'ai fait une petite erreur au niveau des calculs. Tu as plutôt fait fois 100. J'ai fait fois 100 de fois 1000. Voilà, parce que quand tu fais fois 100, ça donne plutôt 0,080. Mince. Mince, 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 mince. Voilà. OK. Question 7. On dit, si sur un total de 65 000 visiteurs qui arrivent sur votre landing page, 23 000 quittent votre site sans consulter une deuxième page, quel sera le taux de rebond de cette landing page? Le taux de rebond, c'est quoi? Voilà, je t'explique ce que c'est que le taux de rebond. Là, nous sommes toujours dans le système de référencement SEO de Google. Le taux de rebond, c'est la durée qu'un visiteur a mis dans ton site Internet. Ça veut dire que quelqu'un est entré dans ton site Internet, tu as vu sa présence. Aussitôt il est entré, aussitôt il est sorti. Il faut qu'on sache concrètement son taux de rebond. Est-ce qu'elle est efficace ou elle est moins efficace? Si elle a plus, elle a mis long dans ton site Internet, ça veut dire qu'elle a rencontré des informations intéressantes là-bas. Alors, c'est une bonne chose, une bonne information que tu dois savoir. Moins elle a mis long, moins ton site Internet a des éléments attractifs ou bien ce qui peut permettre à quelqu'un de mettre long. Donc, c'est ce que ça signifie le taux de rebond. Donc, on dit donc que si un total de 65 000 visiteurs qui arrivent dans votre landing page, le landing page, c'est le site, hein, ton espace web là, 23 000 quittent votre site sans consulter la deuxième page, quel sera dans le taux de rebond? Ça veut dire que quelqu'un est entré, il s'est connecté, il ne s'est pas baladé dans ton site, il n'a pas ouvert d'autres pages. Non, dès qu'il a vu ce qu'il a vu, il est ressorti. Alors, le taux de rebond, c'est quoi? Il faut savoir si c'est efficace ou si c'est moins efficace. Donc, il y a dans la formule du taux de rebond qui est le nombre de visiteurs qui quittent le site sans consulter une deuxième page divisé par le nombre total de visiteurs fois 100. Tu as calculé, ça donnait combien? Divisé par qui? Le nombre de visiteurs qui quittent le site sans consulter une deuxième page divisé par le nombre total de visiteurs fois 100. Oui. Bon. Ça donnait combien? On a dit la question 7. Donc, si tu fais 23 000 personnes qui ont quitté le site, divisé par 63 000 visiteurs au total. 65 000. 65 000 visiteurs au total. Donc, ils étaient 23 000 qui ont quitté. Sur les 65 000 visiteurs, fois 100, ça donne 35,4% de pourcentage. Oui. Donc, ça donne 35,4 personnes qui ont quitté le landing page. Oui, c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai juste fait de manière littérale. Donc, je ne maîtrisais pas la formule. Et tu avais je me suis juste dit que bon. Tu as trouvé le 35,4 là? Oui. Bon, ok. Donc, je me suis juste dit, bon, ça peut être comme ça qu'on calcule. Mais il n'y avait pas la formule dans le cours, en fait. Ok, bon, tu as noté la formule, non? Oui, oui. Mais la question 8, bon, au vu des chiffres suivants. Analyse le taux de rebond. Comment tu as trouvé le taux de rebond là? Ah oui, le taux de rebond est inférieur. Elle n'est pas bon parce que nous sommes qu'à 34,4%. Donc, le nombre de visiteurs qui n'ont consulté qu'une seule page est
est supérieur au nombre total de visiteurs, ce qui fait que la page n'a pas été, en fait, le site n'a pas été visité dans sa totalité. OK. D'accord, c'est bon, on continue. Question 8. Au vu des chiffres suivants, calculez le taux de conversion des prospects en clients. On dit 5 000 cibles, 80 000 visiteurs, 16 000 prospects, 200 clients. Ici, j'ai trouvé 1,25% parce que j'ai fait la formule disait Taux de conversion des prospects en clients. Nombre de clients divisé par le nombre de prospects fois 5. Oui, nombre de clients divisé par le nombre de prospects, nombre de clients divisé par le nombre de prospects fois 100, ce qui m'a donné 1,25%. OK. Est-ce que donc la conversion a été parfaite aussi ici? Non, Elle est parce faible. que le taux de pourcentage de conversion est très bas. C'est à 100%, non? Ça doit être à 100% en fait. Oui. Oui, donc nous sommes à 1,25 seulement. OK. Question 9. Au vu des performances suivantes, calculez le taux de conversion des visiteurs en clients. Ici, c'est le nombre de visiteurs sur le nombre de clients. Le nombre de clients, pardon, sur le nombre de visiteurs fois 100. Oui. Ce qui nous a donné 0,25%. Et comment le taux de conversion ici est? Il est toujours bas. Et quoi? Je vais dire quoi? Il doit être supérieur ou égal à combien pour qu'il soit bon? Est-ce qu'il y a un intervalle? Oui. Ici, on veut calculer le taux de conversion des visiteurs en clients. Voilà, donc les gens qui sont entrés dans le site comme visiteurs et ils sont devenus clients. Maintenant, si la conversion revient à calculer le nombre de clients divisé par le nombre de visiteurs fois 100 et qu'on a 0,25%, bon, ça signifie tout simplement que le nombre de visiteurs qui sont convertis en clients n'ont pas été conséquents. D'accord. Si ça atteint au moins 50%, on va comprendre que bon, c'est au moins une valeur normale. Question 10. Question 10. Au vu des chiffres suivants. Au vu des chiffres suivants, calculez la valeur à vie approximative d'un client. Le lifetime value. Le lifetime value, donc la valeur approximative d'un client, valeur moyenne d'une commande multipliée par le nombre moyen de commandes par client, moins le coût d'acquisition moyen d'un client. Oui. Donc, ça donne 50 fois 1,3 moins 8. Oui. Ce qui nous donne, c'est la question 10. Ce qui nous donne 57 €. OK. Question 11. On dit, quel est le KPI utilisé afin de mesurer la performance d'une publicité en comparant les investissements par rapport au revenu généré? Moi, j'ai dit que c'est le return on investment. OK, c'est bon. Bon, c'était la question 11. Question 12. Clic par impression. Click divide by impression est utilisé pour mesurer
Moi, j'ai mis le CPM. Oui, c'est ça qu'on a fait pour là. Question 13. Que signifie CPA? Moi, j'ai mis Cost per Action. Tu as mis? Cost per Action. Ok, c'est bon. Question 4. Question 14. Les bannières sont un des supports utilisés en display. Bon, je ne sais pas trop. Le display, c'est quoi? On n'a pas vu ça en cours. Je vais parler de display Non. en cours. Mm-mm. Ok, d'accord. Tu vas noter alors. Prends le bic. Oui. En marketing digital, on a deux éléments. On fait la publicité en deux éléments, display et les search. Donc, si tu constates un peu, si tu regardes bien sur Google, tu vas voir de temps en temps, ils mettent là à l'entête, soit c'est display, soit c'est search, comme le search engine optimization, engine advertising. Bon, maintenant, dans le domaine du marketing digital, le display ou on peut dire display ou affichage, hein, donc c'est la même chose en français. Ça correspond à un type de caractère publicitaire. Ça correspond à un type de caractère publicitaire. Pardon, ça correspond à un type d'espace publicitaire vendu sur Internet. Voilà. Donc, quand on va parler de display plus dans le cadre des référencements SEO. Donc, ça correspond à un type d'espace publicitaire vendu sur Internet. Tu as noté? Oui. Donc, il s'agit, on peut dire, il s'agit d'un format de publicité. Hein, donc, c'est les formats de publicité les plus classiques sur le web. Donc, on peut dire également, tu peux ajouter que c'est les formats de publicité les plus classiques sur le web. D'accord. Voilà. Bon, moi, j'ai mis vrai. OK. Voilà. Les bannières sont un des supports utilisés en display. J'ai mis vrai. On était où? Question 14. Oui, c'est vrai. Oui. Question 15. CPM peut être calculé selon la formule suivante. Moi, j'ai mis cost sur impression fois 1000. Oui. Question 16. Sur une page de résultats de recherche sur Google, où vous attendez-vous à voir des annonces sponsorisées? Ben là, moi, je ne sais pas trop. J'ai mis dans une fenêtre pop-up. Oui, je savais que ici, tu ne peux pas trouver parce que ça révèle de la formation sur le référencement SEO et tu n'as pas encore cette formation là-dedans. Néanmoins, c'est le marketing digital. On retrouve ça en haut et en bas de la page des résultats de recherche. C'est la même comme ça, tu ne peux pas comprendre. Il faut seulement que tu fasses la formation et un cas pratique sur le référencement SEO pour voir où ça se trouve. Donc là, je comprenais, je savais que ça va se passer comme ça. Là, 17. Quelles sont les mises à jour de algorithmes SEO de Google qui ont le plus d'impact? Bon, je sais que même ici, là, j'ai ajouté ces questions. Pourquoi? Je les ai fait exprès. Pourquoi? Parce que celle que nous sommes en train de faire présentement, c'est une formation en marketing digital axée sur le support numérique Facebook, n'est-ce pas? Et il y a également celle qui est axée sur le support numérique Google, qui est plus complexe même. La majorité de mes apprenants n'aiment pas pour Google. Pourquoi? Parce que ça demande un peu de technique informatique. Tu as déjà entendu parler des codes HTML, des codes JavaScript, tout ça? Oui. Voilà. Il faut avoir un peu de notion en JavaScript, HTML, tout ça, pour maîtriser
concrètement le référencement SEO sur Google. Tu vois, non seulement les questions qu'on est en train de déposer ici, quels sont les types d'algorithmes SEO. Donc, tu dois comprendre à quoi renvoie concrètement le référencement SEO. Donc, la majorité de mes apprenants préfèrent se limiter à Facebook parce que Facebook, vraiment, ne les encombre pas avec tous ces outils informatiques. Mais les personnes qui veulent bien avoir tout l'affaire là dans son ventre, tout cela, la majorité, donc c'est bon, la majorité c'est les femmes, hein, elles préfèrent se limiter à Facebook. Bon, ceux qui font un peu plus souvent, c'est les hommes, ils font des référencements SEO et tout, parce que là, ça demande un peu de connaissances dans le développement web. Et ce n'est que ça qui fait en sorte que beaucoup n'aiment pas trop. Pourtant, le référencement SEO de Google est plus efficace que celui de Facebook. Bon, néanmoins, les deux donnent des clients, c'est pas mal. Donc ici, on te demande l'algorithme, hein, l'algorithme qui permet d'avoir un bon impact sur les publicités sur Google. Bon, tous sont parfaits, hein, tous sont parfaits. Il n'y a vraiment personne qu'on va dire qu'on peut privilégier contrairement à l'autre, que ce soit Penda, que ce soit Tutel, que ce soit... tous sont bons, tous sont bons. Donc, ici, la bonne réponse était aucune des solutions ci-dessous n'est valide. Donc, on peut tout simplement dire que, quel que soit l'algorithme, on peut réussir à faire un bon tracking sur Google et toucher pratiquement le monde entier. Donc, avec ce qui est aussi intéressant avec le référencement SEO de Google, c'est que ça fonctionne exclusivement avec les sites Internet. Donc, à ce moment, ça concerne plus les sites Internet. Et quand tu gères le tracking d'une entreprise à travers le site Internet comme ça, dès que Hello Patience est entré dans le site Internet, par exemple, le manager Pub Agency, immédiatement, Google m'envoie une notification pour me dire que tu es entré dans le site Internet et je pars directement dans le Web Analytics, voir ce que tu es en train de faire dans mon site Internet. Donc, je peux te contrôler depuis mon Web Analytics et savoir si tu es là-bas dedans pour des choses intéressantes ou si tu es là-bas pour nuire à mon site. Et toutes les actions que tu poses là-bas, on me retourne ça dans mon Web Analytics. Et à partir de là, je peux savoir si tu as un client qu'il faut finalement contacter ou pas, parce que peut-être le temps comment on a calculé tout à l'heure, le taux de rebond. Ton taux de rebond était faible, alors je peux à partir de mon Web Analytics me rassurer que le taux de rebond n'était pas bon, alors forcément tu n'as pas été intéressé, ça ne sert à rien que je paie mon crédit pour t'appeler. Mais si le taux de rebond a été performant et je me rends compte que de plus en plus tu es en train de te balader dans le site Internet, alors là, je peux facilement te contacter parce que je sais que tu es intéressé. À moins que tu finisses par passer à l'action en disant que tu veux contacter l'administration, soit par le numéro d'état de l'entreprise, soit par un numéro contact appel de l'entreprise, soit par je ne sais pas trop. Donc, il y aura des dispositions qui vont permettre que tu puisses nous contacter également. Donc, ceci révèle d'un cas un peu plus professionnel, plus poussé dans le marketing digital. Et comme je disais, c'est un autre pan de formation, non seulement qui coûte plus cher, parce qu'on ne peut pas le faire en un mois. On ne peut pas le faire en un mois. La moyenne pour maîtriser ça, c'est au moins 6 mois. Et c'est plus cher. Donc, la majorité se limite à Facebook. D'accord. Quand ils ont la théorie, ils se limitent à Facebook et ils savent que bon, ils peuvent opérer leurs petites activités avec. Bon, dans le cadre des SEO aussi, ça concerne plus les entreprises. Donc, quand je te dis, quand je sors pour aller en entreprise, par exemple, c'est plutôt le SEO que je propose aux entreprises. Et les entreprises avec qui je travaille, c'est avec le SEO que je travaille pour leur permettre d'avoir une bonne présence sur Internet. Donc, je ne travaille pas trop sur Facebook. Je travaille sur le Facebook dans le cadre des formations. Voilà. On a terminé avec l'évaluation. C'est bien. Je suis content parce que déjà, au moins, je sais que si quelqu'un te parle de marketing digital, théoriquement parlant, tu sauras quoi lui dire parce que tu as fait une moyenne de 25 sur 40. 25,75 sur 40, c'est bien. C'est bien, c'est une belle performance. C'est une très belle performance. Je suis content. Félicitations pour toi.
très content. Alors, si on a cette moyenne, ça signifie que tout ce format, cette formation en théorie a été parfaitement maîtrisé. Et naturellement, tu vas continuer à pousser les recherches. Comme on dit souvent, l'école, après avoir, le professeur, après avoir donné les essentiels, c'est l'apprenant maintenant continuer à faire des recherches pour en savoir plus. Bon, maintenant, je pense quand même que j'ai été vraiment dans les détails. Je n'ai pratiquement rien caché dans cette formation. Tu as pratiquement tout eu. Et on a terminé avec la première phase qui consiste à la théorie. Je suis satisfait par le résultat de cet examen. Ça me montre qu'on peut évoluer. Voilà. La deuxième phase va consister donc au cas pratique. On va entrer dans les cas pratiques. Qui dit marketing digital dit des professionnels de la conception de contenu. Donc, si tu fais le marketing digital et tu ne conçois pas des contenus professionnels, alors là, c'est un autre problème. Donc, on va passer à la deuxième phase au prochain cours, qui consistera à notre première séance de travail sur la conception des contenus. On va utiliser un outil en ligne qui offre des solutions, des templates aussi très bien. J'aime bien ça pour les apprenants. Et on va apprendre à monter des contenus publicitaires. L'outil s'appelle Canva et le moment venu, donc, on va travailler à l'intérieur. Les contenus qu'on va monter, on va aller progressivement jusqu'à obtenir un contenu de qualité. Et c'est ce contenu qu'on va donc utiliser pour passer à la troisième phase qui consistera à notre première programmation de la campagne publicitaire. Voilà. Il me faudra quoi à ce moment-là? On va travailler en ce moment avec ta machine connectée sur Internet, très bonne connexion. D'accord. Je dirais que c'est toi qui vas en ce moment programmer la réunion parce que je te dirai comment faire, ce que tu vas faire et quand on sera en pleine réunion, tu vas faire un partage tu vas faire le partage d'écran. Tu vas faire le partage d'écran pour que je vois les indications, je vois ce que tu fais en fonction des indications que je prescris sur Canva et ce qu'on va obtenir au sorti de là, on va évoluer. Tu as une carte prépayée? Une carte prépayée Oui. pour Internet. Oui, une carte prépayée bancaire, Mastercard, Visa, c'est pas tout. Non. Parce qu'il faudra, dans les cas pratiques, on va utiliser les cartes prépayées. Pourquoi? Parce que une campagne publicitaire se paye et les conceptions des contenus sur Canva également se payent. Donc, si tu avais une carte prépayée, on allait mettre de l'argent à l'intérieur pour faire ce travail. Mais néanmoins, si tu n'as pas de carte prépayée, tu vas donc prévoir pour Canva, il faut que tu prévois au moins 20 000 pour Canva. Je mettrai dans ma carte prépayée pour qu'on passe, on gère du moins, on lit ça à ta carte, à ton compte Canva. Et après, on va déclencher un premier trafic ciblé également. Et il faudra encore mettre pratiquement même 20 000 pour que tu vois l'efficacité de ce trafic-là. Et il faut que ce trafic soit quelque chose que tu opères. Regarde un peu l'activité qui est autour de toi, même si c'est quelque chose que tu vends, je ne sais pas trop. Parce qu'on va faire quelque chose, un cas pratique vraiment réel. De telle sorte que les clients vont vraiment t'écrire pour passer à l'action, pour acheter ce que tu as, tu vois. Donc, je ne sais pas trop ce que tu peux prendre comme tu peux expérimenter. Je ne sais pas ce que tu peux expérimenter comme produit, c'est pas ce que tu as. Si tu as même une sœur qui fait dans quelque chose de e-commerce, c'est pas trop. On peut utiliser ses produits, on peut utiliser ce qu'elle fait, de telle sorte que au retour, tu vas effectivement voir tout ce qu'on a dit ici, le retour clientèle, les gens qui appellent, les gens qui écrivent pour passer à l'action et tout, et tout, et tout. Et ça sera du réel, des choses qu'elle pourra facilement aussi faire des ventes là-dessus. Voilà, donc c'est un peu ça.
D'accord. Donc, le prochain cours, c'est... Et on va commencer à utiliser la carte Visa à quel moment? Dès que on a pour le prochain cours, c'est quand? On a cours quand la prochaine fois là? Nous sommes... Je ne sais pas. Nous sommes mercredi là. Hein? Oui. Ça veut dire qu'on doit travailler vendredi, je crois que c'est ça. Vendredi ou samedi, je ne sais pas trop. Programmons ça samedi. OK. Programmons ça samedi pour que je sois plus free. Sachant que j'ai terminé la semaine, on programme ça samedi à 11h30. Oui, alors, est-ce que c'est le samedi là qu'on aura besoin? Oui, bien sûr. Le samedi là, le samedi là, tu dois m'envoyer l'argent au plus tard à 10h pour que je fasse le dépôt dans la carte. Donc, dès qu'on va lancer notre séance de travail, ça doit déjà être dans la Mastercard. D'accord. Sur ce, alors, je te passe je te souhaite une bonne journée. J'espère que désormais, tu as une autre façon de voir le monde du numérique, en particulier le marketing digital. Et comme on a dit, moi particulièrement, je te vois comme une femme forte. Je te vois comme une femme qui veut comprendre cette affaire dans tous les sens du terme. Ce n'est pas pour dire que le SEO n'est pas accessible, ce n'est pas pour dire que tu ne peux pas le faire, mais je t'ai juste fait savoir que les femmes généralement n'aiment pas trop parce que ça révèle déjà le secteur informatique. Mais si également tu as cette maîtrise-là de ce référencement sur Google, tu seras ce qu'on appelle intouchable auprès de la communauté des marketeurs digitaux. Et si aujourd'hui tu vas assister à des colloques de formation, tu seras fier de dire auprès des personnes avec qui tu es que tu es spécialisé dans le référencement SEO, tu es spécialisé dans le set NG, activité advertising. Donc, c'est des termes que quand tu es fier de dire, tu sais que si on te pose une question là-dessus, tu sais quoi faire. Si on te demande d'appliquer, tu peux l'appliquer. Donc, c'est faisable aussi. C'est faisable aussi si tu ajoutes à cette capacité de marketing que tu as déjà, ce pan-là, ça sera une bonne chose. Le email marketing aussi, tu maîtrises ça, tu as également les capacités dans le email marketing, c'est une très bonne chose. Le web analytique, tu dois être capable de faire l'analyse d'une campagne que tu as générée pour une entreprise ou bien pour la tienne toi-même, c'est une très bonne chose. Tout ce qu'on a cité dans les rouages qui renvoient à un web marketeur, si tu les as au bout des doigts, c'est une très bonne chose. Donc, on va aller juste pas à pas. Et donc, le plus important, c'est d'y arriver. Donc, je te souhaite une bonne journée. Et voilà. Merci, bonne journée à toi aussi. Et à samedi 11h. D'accord. Merci bien.